Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Merci parce que vous nous avez suivis la semaine passée où nous avons reçu pour vous Samuel Yamungu, entrepreneur, qui est le directeur général de Sirius International. Lorsque vous êtes devant le Palais du Peuple, vous remarquerez un grand drapeau sur un grand mât. C'est Sirius International qui est l'initiateur de ce drapeau grand de la RDC. Merci parce qu'il nous a parlé quel est le comportemental qu'un entrepreneur devait afficher par rapport à la pandémie de Covid-19 où tout est bloqué et tout est freiné. Ce soir, c'est un nouveau numéro. Nous allons nous entretenir avec le professeur Raissa. C'est vraiment un grand honneur. Qui est le professeur Raissa? Le professeur Raissa Malou est physicienne de formation, consultante internationale en éducation, directrice de l'ASBEL Investing in People, responsable de projet au sein du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique. C'est avec cette grande dame que nous allons nous entretenir ce soir dans votre magazine Deadline, diffusé sur Kin 24 Télévision, dont nous sommes ici en distanciation sociale avec la magie de l'Internet Zoom. Professeur Raissa Malou, nous vous saluons. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. Comment mieux présenter le professeur Raissa Malou? Je pense que vous l'avez déjà bien fait. Il n'y aurait rien de plus à ajouter, si ce n'est que de préciser que Investing in People ASBL est en fait l'association qui organise tous les ans la Semaine de la science et des technologies, que vous connaissez, n'est-ce pas? Tout à fait, la Semaine de la science et de la technologie. Raissa Malou, à situation exceptionnelle, les moyens sont exceptionnels aussi. Nous faisons cette émission par distanciation sociale parce qu'on est dans cette époque du Covid-19. Vous êtes chez vous et nous sommes ici à Kin 24 et nous faisons cette émission via Zoom pour respecter la distanciation sociale, n'est-ce pas? Merci la technologie, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes physicienne. Quelle est la place des études des sciences et des technologies aujourd'hui pour la femme? Parce que nous sentons en République démocratique du Congo que la femme dans ces filières de formation est restée longtemps à la traîne. Effectivement, mais il y a beaucoup de mauvaises informations autour de ça. Vous savez, en 2019, dans le cadre de la 6e édition de la Semaine de la science et des technologies, nous avons lancé une base de données des femmes en sciences en République démocratique du Congo pour justement avoir une réponse à cette question que l'on nous pose souvent, c'est il y a très peu de femmes qui se lancent dans les filières techniques et scientifiques. Et effectivement, mais quand on fait cette base de données, lorsqu'on récolte ces profils, on voit que la présence ou l'absence des femmes dans ces filières ne sont pas telles qu'on le pensait. Par exemple, on n'arrête pas de me dire, oui, voilà, l'informatique n'intéresse pas les filles. Eh bien, figurez-vous que dans ma base de données en sciences, la majorité des femmes qui sont là sont en fait soit ingénieures, soit informaticiennes. C'est-à-dire justement ces deux filières où les gens aiment à dire qu'il y a peu de femmes qui se retrouvent là-bas. Donc moi, je peux dire que non. Il y a en général, il y a plus de femmes qui vont justement dans ces filières ingénieures et informatiques comparé à nous en physique ou nous en mathématiques où là, il y a clairement très peu de femmes dans ces filières. Et donc, on milite pour qu'il y ait plus de femmes dans les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques en général, et en particulier en physique et en mathématiques. En physique et en mathématiques, vous êtes l'initiatrice de la Semaine de la science et technologie en RDC, dont la première édition a été célébrée en... En réalité, la première édition a lieu en 2014. Parce que si vous comptez, 2014, c'était l'édition 1. Et donc, en 2020, ça aurait dû être la 7e édition de la Semaine de la Science. Donc, la première édition a lieu en avril 2014. Pourquoi donner naissance à cette journée, à cette semaine que vous appelez Semaine de la Science? Parce que justement, quand je me présente et que je dis que je suis physicienne, tout le monde recule avec un mouvement de peur. Oh là là, physique, mathématiques semblent être les plus mauvais souvenirs de la plupart des gens lorsqu'ils étaient à l'école. Les plus mauvais, vraiment, les plus mauvais. Voilà. Donc l'idée, et moi, ça me rend très triste. Je suis triste de voir qu'il y a des gens qui ont peur des mathématiques, qui ont peur de la physique. Donc l'idée était de créer un événement, donc la Semaine de la science et des technologies, où on pourrait s'amuser
en faisant des sciences et des mathématiques, parce que tout commence par s'amuser, tout commence par prendre du plaisir. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que tout le monde devienne physicien, mathématicien, etc. en sortant de là, mais au moins les gens peuvent se réconcilier avec ces matières. Donc, premier objectif, c'était ça, promouvoir ces domaines, les rendre sympathiques pour que les gens se réconcilient. Deuxième objectif, en général, on pense toujours la RDC comme une sorte de no man's land en matière de compétences dans les domaines techniques et scientifiques. Évidemment, on va penser au professeur Félix Maloua Kalenga de l'époque, mais on a l'impression que les choses ont changé, qu'il y a de moins en moins de scientifiques dans ces domaines. Alors justement, nous, on a voulu montrer que ce n'est pas vrai. Il y a toujours des compétences et des savoirs, des gens doués dans ces disciplines, donc on veut les mettre en avant lors de la semaine de la science et des technologies. La troisième raison, c'est que les chercheurs, vous savez bien, dans la colline inspirée de Moamba ou ailleurs, se plaignent toujours qu'ils n'ont pas les moyens pour faire la recherche. Et moi, je dis toujours que si on ne vous donne pas les moyens de le faire, c'est parce que les gens, en l'occurrence les politiques, et pareil pour le grand public, n'ont aucune idée de ce que vous faites dans vos centres de recherche, de ce que vous faites dans vos universités. Il faut donc créer un lieu où les chercheurs ou les professeurs viennent pour pouvoir raconter, pour pouvoir expliquer au grand public ce qu'ils font, expliquer l'importance de la recherche scientifique afin justement de pouvoir emmener à plus de ressources, faire en sorte qu'il y ait plus de ressources qui soient données dans ces domaines. Donc, promouvoir les sciences et les technologies, susciter des vocations et promouvoir les savoirs et savoir-faire congolais dans ces domaines. Voilà les objectifs de la semaine de la science et des technologies. Voilà les objectifs de la semaine de la science et de la technologie. C'est vrai, très chers téléspectateurs, Raïssa Malou est la fille du professeur que nous appelons souvent avec honneur notre vaillant et grand savant Malou. Nous réconcilier avec les mathématiques, avec la physique, nous voyons encore les sueurs froides que beaucoup de gens avaient avec des professeurs dont les noms sont restés mythiques. Jusqu'à présent, les gens font de cauchemars. Oui, Raïssa Malou, nous avançons. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous Raïssa Malou, qui est physicienne de formation, consultante internationale en éducation, directrice de l'ASBEL Investing in People, donc investir dans la population, je pense que c'est ça, et responsable des projets au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous remarquons que vous mettez en place, grâce à votre ASBEL et vos activités, vous vous lancez aussi dans la sensibilisation contre le Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, la science, dans cette période de pandémie, peut aider la RDC à poser des actes barrières, des actes préventifs pour lutter contre le Covid-19? En réalité, il n'y a que la science qui peut le faire. La seule façon de lutter contre une épidémie, c'est de comprendre déjà la maladie, de comprendre les modes de transmission et de comprendre comment s'en protéger. Ça, c'est vraiment l'un des premiers effets positifs de cette pandémie pour ce qui est de l'Afrique et de la RDC en particulier. C'est que l'on a compris autant au niveau des politiques, des personnes qui gèrent la riposte, etc., que c'est via la science que l'on peut avoir les éléments qui permettent de prendre des bonnes décisions que pour gérer cette épidémie. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et donc, comme vous savez, enfin vous devez le savoir, la 7e édition de la Semaine de la Science et Technologie a dû être reportée. Elle aurait dû avoir lieu du 17 au 22 avril, mais avec les mesures qui ont été mises en place par le président de la République, avec les autorités sanitaires, nous avons été obligés de l'annuler. Mais nous nous sommes dit que le rôle de la Semaine de la Science est justement d'informer la population et de former et d'informer. Donc on a lancé une série de capsules didactiques pour permettre aux apprentissages de continuer à la maison, mais pour justement aussi d'informer les gens sur les connaissances, sur les virus, sur leur mode de transmission et aussi sur la planification. Donc sans science, sans les sciences, sans la connaissance des scientifiques, il nous serait absolument impossible de pouvoir gérer cette épidémie. Donc c'est l'un des effets positifs de montrer que nous sommes capables, nous sommes en fait les meilleurs alliés du gouvernement, des politiques, de la riposte pour pouvoir planifier et gérer l'épidémie. Quand on dit science, on parle aussi de la recherche. Il faut mener des études, des recherches. Il faut des moyens. Maintenant, comment faire avancer la science sans recherche quand il n'y a pas suffisamment de moyens? Vu que le chercheur, lui, n'est pas un homme d'affaires, hein, le scientifique n'est pas un homme d'affaires.
ici, il faut savoir, en situation de crise, en situation d'urgence, évidemment, la recherche fondamentale va continuer, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la collaboration avec l'ensemble du monde, avec l'international. Et c'est ça qui est important. C'est que les chercheurs ici vont pouvoir s'appuyer, collaborer avec d'autres pays qui sont déjà en train de faire les recherches, de manière à donner des éléments à la riposte pour qu'ils puissent fonctionner. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la riposte est par le professeur Mouyembe de l'Institut et qui donc peuvent piloter au mieux cette riposte. Donc il est clair, et ça je pense que ça va être l'un des effets positifs de l'après-Covid, c'est que probablement le gouvernement sera rendu compte qu'il faut donner plus de moyens à la recherche pour pouvoir être plus proactif lorsqu'il y aura les prochaines épidémies, parce qu'il y aura certainement d'autres épidémies et d'autres crises qui vont venir. Donc, ça fait partie de notre travail de conscientiser la population, c'est-à-dire ceux qui votent, et de conscientiser les politiques pour vraiment leur rappeler de l'importance de la recherche scientifique et de l'importance de la collaboration avec les autres pays pour faire avancer la science. Pour faire avancer la science, très chers téléspectateurs, comme je vous le disais, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Reissa Malou. Quelles sont les initiatives que vous menez au sein de votre structure, que ce soit l'ASBEL, la Semaine de Sciences, parce que nous voyons, les téléspectateurs vont le voir, vous avez des petites capsules que vous faites, que vous envoyez. Par exemple, cette capsule que vous avez envoyée dans le domaine de la science, comprendre le virus, c'est quoi le bénéfice? Alors, donc, comme je vous avais dit, comme je vous ai dit, donc la 7e édition de la Semaine de la Science a été reportée. Alors, et les écoles, dans le cadre, à cause de l'épidémie, ont été fermées. Nous nous sommes dit que nous devions apporter notre aide, parce que c'est notre travail, c'est notre compétence, nous avons de l'expertise pour ça, d'apporter notre aide pour que les enseignements continuent à distance malgré la fermeture des écoles. Nous avons donc eu l'idée de lancer ce programme, Apprendre à la maison avec la Semaine de la Science et des Technologies, qui propose des capsules didactiques qui sont basées sur les programmes du domaine d'apprentissage des sciences, donc des programmes officiels qui sont faits par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Et donc, c'est toute une série de capsules qui peuvent être utilisées à la maison, donc pour l'élève peut les regarder avec ses parents, qui peuvent être utilisées par les enseignants pour la formation à distance et lorsque les cours vont pouvoir reprendre. Alors évidemment, lorsque nous avons fait cette série de capsules, il était pour nous aussi important d'avoir une capsule qui traite directement de la problématique. Parce que l'on peut penser que les virus n'existent pas, on peut adopter peut-être la mauvaise manière de se protéger, on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'il faudrait utiliser du savon? Et donc on a voulu avoir une capsule qui soit pédagogique, qui explique ce que c'est qu'un virus, qui explique comment est-ce qu'il faut s'en protéger, pourquoi c'est important de se laver avec les mains. Et alors, c'est pour ça que la 10e capsule du programme des sciences de la vie et de la Terre portait spécifiquement sur les virus. Et figurez-vous que c'est la capsule qui a le plus de succès. C'est cette 10e capsule parce qu'elle permet d'informer la population et surtout de permettre que les gens sachent consciemment se protéger contre ce virus, éviter en tout cas, se protéger. C'est de la prévention, hein. Éviter en tout cas qu'il y ait de la contamination, limiter la contamination. Donc, nous avons lancé ce programme pour aider à la fois le système éducatif et à la fois aider la population à être conscientisée sur la problématique. Donc, quel est le retour de ceux qui lisent vos capsules, qui suivent vos capsules? Eh bien, ils adorent. En fait, donc les capsules passent sur Internet et elles passent sur B1 aussi également. J'espère qu'elles passeront également sur votre chaîne de télévision, hein, sur Katende. Ce serait bien pour la population de les diffuser. Et les enseignants et les parents qui regardent nos capsules les adorent. Et alors, ils les utilisent dans toutes les matières, non seulement en sciences, ils s'en servent, mais aussi, par exemple, en français, pour pouvoir faire un exposé, etc. Donc, j'ai vraiment un très bon retour des parents et des élèves qui utilisent les capsules et sont contents et demandent d'en produire plus. La Semaine de la Science ne peut pas en produire plus, mais heureusement, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, via le projet PECRESU, a pris la décision de produire 300 capsules sur tout le programme de la première à la 6e secondaire, selon le même modèle que la Semaine de la Science. Donc, ça, c'est bien la preuve que c'est accepté autant au niveau des parents et des élèves, des enseignants, mais également du système éducatif via le ministère. Via le ministère, très chers téléspectateurs, comme je vous le disais en l'entrée de cette émission, nous sommes dans Data Market, dans le magazine Data Market diffusé sur Kin 24 Télévision. Nous recevons le professeur Reissa Malou,
fille du professeur Malou, que l'on avait l'habitude toujours d'appeler savant Malou. Et là, nous sommes en train de parler de la science, cette science et technologie pour faire avancer la communauté. Et surtout, dans cette époque de Covid-19, il faut que la science puisse nous aider à relever ce défi qui est de lutter contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Nous continuons. Raissa Malou, j'ai lu dans l'une de vos capsules la course vers des respirateurs made in RDC. Ce qui est vrai, selon l'OMS et selon le ministère de la Santé, l'un des symptômes du coronavirus est l'insuffisance respiratoire. D'où pour prendre en charge les personnes malades atteintes qui ont ces symptômes, il faut des respirateurs. Quelles sont les démarches pour avoir les respirateurs made in RDC? Alors, ça, c'est aussi l'un des effets positifs de cette épidémie, parce qu'il y en a quand même pour notre pays, c'est que justement, ça permet de mobiliser les intelligences locales, individuelles et collectives. Et l'un des axes de mobilisation était sur le plan technique, notamment la création de respirateurs mécaniques. Alors, c'est une bonne chose, mais il faut faire quand même très attention. Un respirateur mécanique est un dispositif médical qui, certes, peut sauver des vies, mais s'il est mal réglé, mal utilisé, peut aussi causer des problèmes. Donc ici, je pense qu'il ne faut pas croire que les respirateurs qui sont ici lancés, les projets, sont ceux que l'on va retrouver, qui vont aider tout de suite directement l'épidémie de coronavirus. C'est plutôt, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir que les intelligences sont capables de se mobiliser que pour pouvoir aller développer un produit local basé sur des compétences locales avec les moyens à disposition localement. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment la grande réussite du projet. Alors, il y a plusieurs équipes qui se sont lancées. Vous avez vu, il y a le docteur ingénieur Sandrine Moubenga-Galula qui a lancé avec l'Université de du Congo un projet de respirateur artificiel. On a Madame Thérèse Kirongozi, notre maman robot roulage, avec qui je suis en partenariat, Investing in People est en partenariat pour pouvoir développer aussi un respirateur. Tout comme nous, chez IIP, nous développons un respirateur. Mais le respirateur, par exemple, qui est développé chez Investing in People est un respirateur qui va servir lors des semaines de la science et des technologies pour les animations scientifiques, pour pouvoir expliquer à la population comment fonctionne un respirateur artificiel, pourquoi est-ce qu'on en a besoin et comment est-ce que l'on peut en créer un de manière à susciter des vocations. Mais il faut vraiment être très prudent avec les respirateurs. Il faut savoir qu'un respirateur mécanique, quand on a réussi à avoir le prototype, il faut compter encore 2 ans de validation pour qu'il arrive au niveau des hôpitaux. Donc c'est vraiment un dispositif qui me semble, qui est vraiment médical, qui est très critique. On ne peut pas aller vite dans le domaine. Il faut vraiment prendre le temps d'avoir un prototype qui fonctionne et puis de manière à pouvoir le mettre à disposition. Pour la RDC, dans le cas de l'urgence, il vaut mieux ne pas arriver à la situation où nos hôpitaux vont se mettre à crouler sur les malades qui auront besoin de respirateurs. C'est pour ça que c'est tellement important aujourd'hui la prévention. Il faut vraiment avoir ce système de distanciation sociale, la fermeture des lieux où il y a beaucoup trop de monde. Il faut absolument empêcher que le virus se propage, que l'on ait des cas graves. Parce que si on a des cas graves, nos hôpitaux aujourd'hui n'ont ni le matériel, ni le personnel soignant que pour pouvoir faire face à ça. Donc vraiment, pour nous, il faut plutôt agir sur la prévention que de chercher à guérir, parce qu'au moment de guérir, si on a des centaines de patients qui viennent dans nos hôpitaux en un jour, nous serons totalement dépassés. Donc les respirateurs sont une bonne chose, on travaille sur les prototypes, mais il faut bien penser que ça peut prendre 2 ans avant que l'on ait vraiment un acteur qui soit accepté et pour pouvoir être utilisé dans les hôpitaux. C'est vraiment une opération scientifiquement, technologiquement intéressante, mais d'un point de vue médical, c'est mieux de jouer d'y aller doucement et d'être vraiment certain d'avoir un dispositif qui respecte toutes les normes. Vous avez parlé que vous êtes en train de développer des respirateurs au sein de votre ASBEL Investing People. Parlez-nous un peu comment vous menez ces recherches, quels sont les moyens que vous avez, la capacité et qui vous accompagne?
nous avons mis en place une équipe avec des ingénieurs. Nous sommes notamment alliés avec l'équipe d'ingénieurs de Thérèse Kerongozi. Nous ne pouvons évidemment pas refaire des prototypes exactement comme ceux qui sont faits à l'étranger, simplement parce qu'il y a toute une série de moyens qui ne sont pas à notre disposition. Donc tout le challenge, c'est d'arriver à mettre en place un prototype de respirateur en utilisant les moyens à notre disposition et en faisant l'une ou l'autre commande à l'extérieur. Heureusement, on a des imprimantes 3D, par exemple ici à Kinshasa, qui permettent d'imprimer certaines pièces nécessaires au moteur. Mais ce qui est bien, c'est qu'on utilise des ingénieurs locaux qui sortent de nos universités, notamment de l'université de Kinshasa ou de l'ISTA. Donc, on emploie des ingénieurs locaux. On utilise les moyens qui sont à nos dispositions ici, localement. Et si c'est nécessaire, on fait venir du matériel de l'étranger. Mais ça reste vraiment un énorme challenge parce que la RDC n'est pas un pays industriel. Il y a toute une série de composants qui ne sont pas ici. Nous sommes donc dépendants de l'extérieur pour pouvoir développer le prototype. Mais il y a par exemple une équipe à Goma qui va bientôt présenter son respirateur, qui elle aussi a réussi à développer un respirateur en utilisant les compétences et le matériel qui est à leur disposition localement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est là qu'on voit que l'on peut aller vers une semi-industrialisation du pays. On peut utiliser les moyens à notre disposition que pour pouvoir créer des prototypes. Après, il faudra quand même un investissement sérieux que pour arriver à une production en série, quoi. Mais au moins, c'est bien de voir ces compétences qui se mettent en place et des compétences locales et qui utilisent le matériel qui est disponible localement. Et les moyens, parce que la recherche demande des moyens, tout ça, vous le dites. Maintenant, comment vous disposez des moyens? Vous faites des fundraising, vous avez l'accompagnement de l'État, des particuliers, comment vous faites? Non, on fait un fundraising, effectivement. On va faire des donateurs parce qu'il y a des personnes qui croient en la recherche et développement, il y a des personnes qui croient en la recherche scientifique et technologique et qui sont prêts à donner des moyens pour réaliser les prototypes. C'est le cas d'Investing in People. Nous avons eu des donateurs qui ont bien voulu aider pour l'élaboration de ce prototype, quoi. Et c'est ça qui est chouette. C'est qu'il y a bien des personnes qui sont prêtes à investir dans la recherche et développement. Vous savez, investir dans la recherche et développement, c'est pas le même investissement que investir pour les matériels que vous connaissez. Parce que investir en recherche et développement, c'est en fait investir dans l'échec. Parce que l'échec nous apprend quelque chose. Donc, il se peut très bien que l'on n'arrive pas à développer le prototype, mais on saura pourquoi on n'a pas su le développer et qu'est-ce qu'il faut faire. Dans la connaissance, et la connaissance est encore à l'état d'esprit qui doit rentrer dans la tête, on va dire, des investisseurs et des donateurs, que pour que la recherche et développement puisse avancer, quoi. Mais ils existent, il y en a, il y a des gens qui sont prêts à nous aider et nous leur disons, je profite de l'occasion pour leur dire encore une fois, merci. Comment la RDC peut devenir une terre ou un cadre propice pour faciliter la recherche telle que vous êtes en train de faire les prototypes de machines à respirer, ainsi de suite? Il y a certainement pas mal de choses à faire, mais on a déjà simplement la fourniture en énergie. Il serait important que l'on puisse avoir un accès à l'énergie facile. On a l'accès à Internet qui est encore beaucoup trop cher dans notre pays. Là aussi, il y a un gros effort à faire. Il y a également un effort à faire en termes d'importation, donc pour ce qui est des taxes de douane qui sont beaucoup trop élevées encore dans notre pays, qui est donc une barrière lorsque l'on veut faire importer les composants électroniques nécessaires au développement des choses. Donc, voilà rien que 3 points qui ont vraiment encore besoin de beaucoup d'efforts qui sont encore à faire en République démocratique du Congo. Et puis, il faut définitivement un budget de recherche qui soit plus important, qui soit mis. Ça, c'est une part du gouvernement, mais il faut savoir que la recherche peut être développée par le secteur privé. Donc, il faudrait que le gouvernement arrive à trouver des mécanismes où il favorise le secteur privé qui décide d'investir dans la recherche et développement. Donc, c'est ce type de mécanisme que le gouvernement doit encore arriver à mettre en place. Il n'est pas obligé, il ne doit pas faire les choses lui-même, mais il peut mettre en place des mécanismes que pour faciliter le fait que le secteur privé investit dans la recherche et développement. Très chers téléspectateurs, le magazine Data Market soutient toutes ces femmes congolaises qui osent à changer dans divers domaines. Vous avez le domaine de la technologie, vous avez le domaine de la science, vous avez le domaine de l'économie, vous avez le domaine de la philanthropie, vous avez le domaine humanitaire. Et là, vous avez cité Sandrine Moubenga qui est aux États-Unis. Vous avez cité Kirongozi, là nous voyons Maman Roulage. Et nous avons aussi Francine Lobo qui sont, malgré les moyens maigres qu'il y a, mais ils se donnent. Parce que c'est un peu de la postulat.
parce que vous n'y gagnez pratiquement rien, sauf cet amour pour démontrer que le Congo doit avancer. Grâce à votre contribution, nous ne devons pas tous aller en politique pour pouvoir contribuer pour l'avancement de la RDC dans le domaine de la science, dans le domaine humanitaire, dans le domaine social. Nous pouvons aussi nous engager et là, nous voyons que la femme est aussi capable, mais il faudrait aussi que d'autres femmes qui sont dans leur maison, qui nous suivent dans leur foyer, qui nous suivent à partir de la RDC, à l'intérieur de la RDC, que ceux qui sont aussi dans la diaspora, qui ont cette capacité aussi à venir contribuer comme Raissa Malou est en train de le faire, c'est quelque chose de louable. Investing for People est en train aussi de faire des masques 3D, des visières, c'est ça. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Tout à fait. Alors, en fait, je vais vous les montrer, parce que comme ça, vous voyez qu'est-ce que c'est qu'une visière, en fait. Donc, une visière, c'est ceci. C'est un dispositif qui est utilisé pour le personnel soignant pour éviter la contamination face au virus. Vous savez, le virus, en fait, se transmet par les gouttelettes qui sont projetées lorsque l'on parle fort, lorsque l'on tousse, etc. Et donc, pour les médecins, c'est important d'avoir non seulement leur masque normal qu'on leur demande, plus ces visières de manière à être protégés. Et alors, il est clair que les hôpitaux en RDC, le personnel soignant n'a pas notamment cet équipement. Du coup, avec le professeur Jonathan Mboyo Ezolé, donc notre célèbre mathématicien congolais, nous avons décidé de lancer la production de visières de protection qui seront distribuées gratuitement au personnel soignant dans les hôpitaux des zones de santé les plus touchées par le coronavirus. Alors pour ça, nous avons identifié des zones de production. Donc les visières seraient produites à Kinshasa, à Bukavu, à Goma et à Lubumbashi. Et notre objectif, c'est d'arriver à produire en 2 000, 3 000 et 4 000 visières de manière à les distribuer dans ces zones les plus touchées. Et pour faire cette production, nous utilisons des imprimantes 3D. Donc, nous avons commencé à chercher d'abord des lieux avec des gens qui possédaient des imprimantes 3D de manière à pouvoir imprimer ces visières avec des imprimantes 3D. On peut également les imprimer en laser. Donc ça, c'est le modèle qui est imprimé avec des découpeuses laser. Et donc, on a d'abord cherché, trouver ces lieux où on pouvait le faire. Donc, dans les 4 villes, on les a trouvés. Et puis, on a fait un fundraising, donc un appel à dons. Et on fait un appel à dons. Pour moi, merci de m'inviter parce que ça me donne une occasion de faire appel aux dons. Parce que on veut que ce soit la diaspora, on veut que ce soit la population congolaise, on veut que ce soit vous et moi qui nous impliquons pour que ces visières puissent être produites et distribuées, nous précisons bien, gratuitement à ces hôpitaux. Par exemple, dans le cadre de ce fundraising, on serait obligé d'acheter des nouvelles imprimantes parce qu'il faut qu'on ait un maximum d'imprimantes 3D pour les imprimer. Et bien, ces imprimantes qui sont achetées vont servir à la production des visières pour le coronavirus. Elles vont être données à des associations dans les quartiers populaires pour que les jeunes, donc dans des laboratoires de fabrication, pour que les jeunes puissent continuer ce travail, puissent continuer à créer des prototypes, à les utiliser pour pouvoir créer des prototypes et arriver à s'en sortir. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'aider la riposte, en tout cas aider les hôpitaux en leur fournissant ce matériel qui, je vous assure, est très important. Vous savez, le docteur Mukwege, notre prix Nobel de la paix à Bukavu, soutient cette initiative et il a encore rappelé à quel point c'était important pour le personnel soignant d'avoir de telles visières parce que ça peut vraiment sauver des vies. On a très peu de personnel soignant qu'on ne peut pas se permettre de perdre les quelques médecins et les quelques infirmiers que nous avons. Donc, ces visières peuvent aider à sauver des vies. Elles sont vraiment nécessaires. Et donc, c'est important que l'on se mobilise tous pour les produire et les distribuer gratuitement aux hôpitaux des zones de santé qui sont le plus touchées, quoi. Donc, c'est vraiment un appel que je fais aux personnes qui désirent participer en finançant. Je crois que vous allez passer les coordonnées pour pouvoir faire le don via M-Pesa, Airtel Money, par exemple. Et donc, ce serait bien que l'on puisse y arriver, que l'on produise ces visières pour aider notre personnel soignant en RDC. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Data Market. Nous recevons pour vous professeur Raissa Malou. Le but de ce magazine est de démontrer comment l'entrepreneuriat dans les domaines des sciences exactes et ingénierie peut aider à développer la RDC et surtout aider dans cette situation de Covid-19. Le professeur Raissa Malou, par exemple, produit des visières 3D qui seront remis gratuitement auprès des personnels soignants qui s'occupent des Covid-19, des cas Covid-19. Pour soigner, il faut être en contact direct avec le malade,
Mais on ne peut pas perdre nos personnels soignants parce qu'ils sont sur la première ligne de défense du Covid-19 en RDC. C'est la raison pour laquelle elle a cité divers coins de la République démocratique du Congo où ces visières sont produites. Et là, nous en appelons à la bonne volonté parce que pour produire, il faut de l'argent. Et là, vous verrez encore, là où la beauté de la science, ce sont des femmes qui se lèvent pour pouvoir apporter leur contribution en termes de connaissances, en termes de formation dans les sciences exactes et technologies pour aider gratuitement le combat du Covid-19 en RDC, dont nous félicitons leur participation et surtout la participation du professeur Raïssa Malou dans Data Market. Professeur, vous nous parlez aussi d'une bourse qui sont données à des femmes des sciences, surtout avec votre aspect investing of people. Absolument. Et ça, vous savez, si on peut le faire, c'est vraiment grâce au réseau Sultani Makutano, que vous connaissez, pour la présidente et Madame Nicole Soulou. Donc, le réseau Sultani Makutano, ce réseau d'affaires privées, a accepté de s'associer avec Investing in People pour pouvoir lancer ces bourses pour les femmes dans les sciences et les technologies. Alors, pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas, vous savez, on s'est rendu compte que lorsque les filles s'inscrivent dans les études des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, au fil des années, on les perd. Donc, entre la licence et le master, on perd la moitié des filles. Puis, quand elles obtiennent leur master, on les perd encore. Elles ne vont pas jusque dans les études supérieures. Parce que, elles n'ont pas accès aux ressources de la recherche qui sont disponibles. Déjà qu'il y a peu de moyens à notre disposition, on sait que c'est essentiellement des hommes qui sont dans ces filières. Donc, vous pensez qu'on a peu de ressources pour beaucoup de personnes et il y a forcément toute une série de gens qui n'ont pas accès et c'est notamment les femmes qui n'ont pas accès à ce fonds de recherche. Donc, avec le Sultani Makutano, nous avons voulu aider ces femmes en leur proposant 3 types de bourses. Les bourses études, qui leur permet, qui les aident pour leurs études au niveau licence et aux études niveau master ou doctorat. Des bourses événements qui leur permettent de participer à des rencontres internationales, parce que vous savez, le problème de la RDC, c'est que à l'international, nous sommes absents d'un point de vue des sciences et des technologies. On a l'impression que rien ne se passe. Alors qu'il faut être là, il faut participer à ces activités que pour faire passer notre voix, pour montrer que nous avons des compétences et que nous contribuons à faire évoluer la science. Donc, on a mis en place cette bourse événement qui finance la participation à un événement international dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Puis, on a une bourse recherche qui permet de financer, donc qui est un fonds de recherche pour la recherche qui se fait ou en tout cas qui est liée à des problématiques locales, c'est-à-dire à des problématiques liées à la RDC ou au continent. Alors, pour pouvoir accéder à nos bourses, il faut être originaire de la RDC. Donc, ça doit être des femmes et des femmes originaires de la RDC. Donc, soit elles habitent ici en RDC ou sont à l'extérieur pour X raisons, travaillent là-bas, font de la recherche là-bas et donc, mais dès lors qu'elles sont originaires de la RDC, elles peuvent accéder à ces bourses. Et donc, la première campagne 2020 a été lancée avec le Sultani Makutano. Nous avons reçu à peu près 112 demandes de bourses et 77 ont été prévalidées et des 77, nous avons 20 lauréates. La vidéo de présentation de ces 20 lauréates va passer aussi dans l'émission, je vais vous la partager. Comme ça, vous allez voir le visage de ces 20 femmes qui vous ressemblent, qui sont comme vous, mais qui ont le courage, la force et la détermination d'aller au bout de leurs rêves et surtout de mettre leurs compétences techniques et scientifiques au service du développement de notre nation. Donc, nous devons en être fiers et nous devons participer justement à leur réussite. Parce que leur réussite, c'est aussi notre réussite à nous nations, nous République démocratique du Congo. Et donc, il faut savoir que ces bourses sont aussi financées par des donateurs. Ce sont des sociétés privées, ce sont des personnes individuelles qui croient en l'importance d'éduquer les femmes, qui croient en l'importance des sciences et des technologies, qui ont accepté, via notamment le réseau Sultani Makutano, de financer les bourses pour les femmes en sciences en République démocratique du Congo. Et c'est magnifique d'avoir cet engouement et d'avoir ce soutien des personnes. Donc, si vous aussi, vous voulez participer, vous pouvez nous aider à pouvoir, comme ça, donner des bourses à ces femmes parce qu'elles méritent que nous les soutenions parce que leur réussite, c'est notre fierté à tous. Déjà, plusieurs questions de tarot dans les têtes des téléspectateurs qui nous suivent, que ce soit de la diaspora ici ou même à Dibelenge, à Kasangulu, à Walungu, 45 km de Bukavu, à Ituri, Lubumbashi, ainsi de suite.
quelles sont les conditionnalités pour être éligible à la bourse, ainsi quelles sont les filières retenues? Alors, c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, donc les 4 filières des sciences. Alors, vous avez, par exemple, je vais vous étonner, nous avons donné une bourse à une femme qui fait de l'archéologie. Alors, vous allez vous demander comment ça se fait qu'on a mis l'archéologie dans les STEM, parce que, par exemple, l'archéologie est un domaine qui doit utiliser énormément de sciences et de technologies, qui a beaucoup de relations avec la biologie, la chimie, les mathématiques, oui, ou la technologie. Donc, c'est vraiment les 4 domaines scientifiques, mais on peut parfois prendre un domaine extérieur parce qu'on sait qu'il y a un lien avec ces 4 domaines. Par exemple, l'agriculture. Alors, évidemment, par exemple, l'agriculture, tout à fait, mais ça fait partie de l'ingénierie et de la biologie, vu que c'est tout ce qui est bio-ingénieur, agroalimentaire, etc. Ça fait partie des domaines des STEM. Parce qu'on peut aussi avoir des femmes fermières. Oui. Ah, mais absolument. Je veux dire, dès lors, alors bon, maintenant, il faut quand même savoir que les critères de sélection viennent du parcours académique d'une première chose. On regarde vraiment les meilleures étudiantes, les meilleures filles qui ont le meilleur résultat. Mais le résultat académique n'est pas tout. C'est pas essentiel. C'est vrai que ça permet de classifier, mais c'est pas essentiel. Ce qu'on veut aussi, c'est avoir un bon projet de recherche. Donc, même si on a quelqu'un qui n'est peut-être pas passé par une filière classique, qui n'est peut-être pas allé à l'école, etc., mais qui a un bon sujet de recherche avec un bon potentiel, qui fait une différence, elle peut bénéficier de la bourse absolument. Donc, il y a non seulement le parcours académique qui doit être le plus excellent possible, mais comme je vous dis, ça, je veux dire encore, on peut prendre d'autres personnes. Il faut avoir un sujet de recherche vraiment pertinent. Il faut savoir défendre, évidemment, son sujet de recherche. C'est quand même un jury. Le but est de trouver les meilleurs. Et il faut surtout avoir une implication dans les communautés. Vous savez, c'est pas très intéressant de faire des sciences en restant dans son laboratoire et en étant coupé de la population. L'idée, c'est aussi qu'il faut une implication dans la communauté, un désir d'aider la communauté, un désir de partager, un désir vraiment de permettre que les sciences et les technologies se mettent au service du développement. Et donc ça fait partie des critères importants pour pouvoir bénéficier des bourses. Donc vraiment arriver à avoir un impact. Et comme vous venez de le dire, où qu'on soit dans la RDC, dans le village le plus reculé ou dans les villes, pour peu, évidemment, parce que ça passe quand même par Internet, pour peu qu'on arrive à se connecter, que l'on puisse faire passer son dossier, si le dossier est bon, on vous prendra. Et par rapport aux études, les étudiantes seront prises en charge dans quelles universités ou instituts? C'est la bourse qui choisit pour eux, qui leur envoie quelque part, ou bien... Non, pas du tout. On peut être déjà à l'Unikin, à l'UPC, à William Booth, on peut être par exemple à l'étranger, ainsi de suite. Vous pouvez avoir votre bourse et continuer vos études. Absolument. La bourse licence, donc pour les 3 premières années de l'université, celle-là, il faut que l'on soit dans une université en RDC. Où que vous voulez, mais il faut que vous soyez inscrit dans une université en RDC. Pour les bourses master ou doctorat, vous pouvez être en RDC ou à l'étranger. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Il suffit de nous envoyer juste la preuve que vous êtes bien inscrite quelque part, quoi. Et puis pour les autres, c'est vraiment que vous soyez en RDC ou ailleurs, vous bénéficiez de la bourse. Nous ne vous imposerons jamais l'université où vous devez aller, mais dès lors que nous croyons en vous, nous vous mettons en relation avec tout un réseau de chercheurs, de scientifiques, etc., pour que vous donniez le meilleur de vous-même et que vous puissiez aller le plus loin possible. Donc c'est vraiment juste les 3 premières années, on vous demande d'être inscrite dans une université ou un institut supérieur sur le territoire de la RDC. Après, vous êtes ici ou ailleurs, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que la bourse couvre? Elle couvre quoi? Alors, la bourse va couvrir, en fait, donc ce sont des montants qui sont donnés. Par exemple, la bourse études, licence, est un montant de 1 380 $ qui est donné à l'étudiante, qui peut donc servir à payer les frais d'inscription à l'université, donc dans l'établissement, et les frais de syllabus, etc. Mais c'est un montant maximum de 1 380 $ qui vous est donné. Les bourses pour le master et le doctorat sont de 5 000 $. Donc, on vous donne une bourse de 5 000 $ qui permet de couvrir l'ensemble des frais qui sont nécessaires pour lors de vos études. Les bourses événements sont des bourses de maximum 2 000 $ qui peuvent financer le billet d'avion pour partir, le fait d'avoir peut-être votre passeport si vous n'en avez pas, le logement là-bas, mais c'est maximum pour 2 000 $. Et enfin, le fonds de recherche, c'est aussi un fonds de 5 000 $ qui est donné pour pouvoir financer la recherche.
Il y a plusieurs questions qui me viennent comme ça. Je vois déjà à l'intérieur du pays, les jeunes garçons aussi ils disent « Mais pourquoi vous avez mis de côté les jeunes garçons? Pourquoi? C'est une discrimination positive ou négative ?» Non, parce que je pense que pour ce qui est des garçons, il y a d'autres. De toute façon, pour ce qui est des gens en général, il y a énormément de bourses. Ici, nous sommes dans une situation où vous avez peu de ressources à disposition pour beaucoup de gens. On a voulu mettre l'accent sur les femmes parce on sait qu'elles sont marginalisées, on sait qu'elles n'ont pas accès à ces ressources. Donc, nous voulons les soutenir avec ça. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres bourses. Pour peu que vous vous intéressez, il y a énormément de bourses. Par exemple, il y a la bourse de Sandrine Moumenga Galula, qui, elle, est une bourse qui est ouverte à tous dans les STEM. Donc, les hommes ne doivent pas y voir comme une sorte, ne pas développer une jalousie ou d'y voir une sorte de discrimination. Il est normal que nous aidions les femmes parce que nous savons que les femmes sont marginalisées pour ce qui est de l'accès aux ressources. Et avec le coronavirus, on le voit que c'est encore plus fort, des fois pour les femmes scientifiques. Mais il y a toute une série de bourses qui restent à disposition pour l'ensemble de la population, l'ensemble des personnes qui choisissent de se lancer dans ces domaines. Très chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que nous recevons pour vous le professeur Aïssa Malou, qui est physicienne de formation, consultante internationale en éducation, directrice de l'Asbel Investing in People. Elle est aussi responsable des projets au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous la recevons dans ce magazine. Sandrine Moumenga, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges, si importante. Nous apprenons. J'ai aimé cet élément que vous avez dit en introduction. Grâce au coronavirus, on retrouve l'importance des sciences et de la technologie en RDC. Quels sont les enseignements, les principaux enseignements que le Covid-19 vous ont permis de comprendre et de trouver l'utilité de la science et de la technologie dans cette période de combat contre le Covid-19? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, dès que le coronavirus a été lancé, il y a toute une série de plateformes qui ont été développées pour pouvoir analyser les données. Nous-mêmes, avec le professeur Jonathan Mboyo-Ezolé, on a développé une plateforme qui fait une analyse mathématique des données des cas de coronavirus en RDC. Et donc, il y a des plateformes comme Covid-19 Info, qui était en fait une plateforme qui a été initiée par des jeunes de Lubumbashi, qui a été adoptée après par le gouvernement via le ministère des PTNTIC et qui est devenue la plateforme officielle qui donne les informations sur le coronavirus. Donc, le premier renseignement, c'est que le gouvernement et le public s'est rendu compte que nous avons en RDC des compétences dans l'informatique, dans le numérique, qui sont majoritairement des jeunes, qui sont complexes, sont capables de développer localement des plateformes. Le gouvernement s'est rendu compte qu'ils peuvent leur faire confiance. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes ces plateformes ont été très vite développées, traduites dans nos 4 langues nationales, alors que moi qui plaide pour que l'enseignement des sciences et des mathématiques se fasse dans les langues nationales, j'ai du mal à trouver des adeptes. Donc vous voyez que la crise a permis comme ça qu'on ait un développement rapide, qu'on mette en avant les compétences technologiques de nos jeunes, qu'on fasse confiance et que tout de suite on lance des plateformes dans les langues nationales pour pouvoir vulgariser les concepts scientifiques et techniques. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement est sur un plan technique. On a parlé des respirateurs, mais il y a aussi les lave-mains automatiques. Je suis sûre que sur votre WhatsApp, vous avez reçu plein de vidéos de ces jeunes qui ont développé des lave-mains automatiques ou semi-automatiques pour empêcher la contamination avec les surfaces. Et tout le monde s'étonne, il dit « Waouh, comment ça se fait qu'on a des jeunes qui, eux, savent le faire, etc. » Mais ces jeunes ont toujours été là. Ces jeunes ont toujours eu ces compétences. C'est juste qu'il faut un événement qui les mette en avant, où ces jeunes se mobilisent pour réaliser ces lave-mains automatiques. Ça, c'est aussi une deuxième information que le public a compris, c'est que même en sortie de nos écoles, qu'on a l'habitude de critiquer, nos écoles techniques et professionnelles, il y a des jeunes qui sont quand même bien formés, qui sont capables de faire quelque chose dès lors que l'occasion se présente. Le troisième enseignement que l'on a, c'est plutôt notre gestion de la crise d'un point de vue de l'éducation. On voit que notre système n'était pas préparé à ça, à ce qu'il y ait un arrêt des cours suite à l'épidémie, et donc on a dû réagir pour savoir comment est-ce que l'on va continuer les cours à distance. C'est vrai que les gens disent oui, mais voilà, tout le monde n'a pas accès à l'électricité, tout le monde n'a pas accès à Internet, etc. J'entends bien cet argument, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut commencer. Et il faut travailler quand on a peu de moyens, on commence avec ceux qui peuvent et on se concentre sur ceux qui ont besoin le plus d'attention.
c'est bien que l'on ait mis en place ce système pour pouvoir apprendre à distance via la télévision, via la radio, via Internet. Ça permet d'avoir une autre façon d'apprendre qui va certainement permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement lorsque l'on va sortir de cette crise. Ce qui, pour moi, manque énormément pour le moment encore, c'est vraiment toute la problématique des fake news et de la désinformation. Et là, vous, les journalistes, vous avez vraiment un rôle à jouer. C'est important parce que les gens partagent des fausses informations, diffusent des fausses choses qui n'aident pas la population, qui n'aident pas les gens à se protéger. Et là, c'est vraiment la responsabilité des journalistes de savoir faire passer la bonne information et surtout d'aider les gens à reconnaître entre le faux et le vrai. Ça, c'est vraiment une problématique qui est encore à traiter aujourd'hui. C'est vraiment cette problématique des fake news et de la désinformation qui nous fait plus de mal que cela nous fait du bien, en fait. Et là, c'est votre responsabilité à vous, notamment journalistes. Raissa Malou, c'est déjà la fin. Faites maintenant l'appel au fundraising. Vous avez à peu près 3 minutes pour que nous puissions mettre fin à nos échanges. Que ceux qui vous suivent dans ce magazine puissent adhérer à votre cause, qui est une cause noble, soutenir gratuitement la lutte contre le Covid-19 grâce à la science. Absolument. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est absolument important que nous protégions notre personnel soignant, le peu de personnel soignant que nous avons, vous savez, en leur fournissant un matériel qui peut faire une différence, qui évite qu'il puisse avoir une contamination. Et donc, ces visières sont produites localement. Elles sont produites dans 4 villes de notre pays, à Kinshasa, à Goma, à Bukavu et à Lubumbashi. Mais pour réaliser ces visières, nous avons besoin de votre aide. C'est donc un appel au don que je vous fais. Les coordonnées pour le don vont apparaître à l'écran pour vous demander de nous aider à produire les visières qui seront distribuées gratuitement au personnel soignant des zones de santé les plus touchées par le coronavirus. Donc, faites comme nous, aidez, apportez votre aide parce que ceci peut sauver une vie. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous le professeur Raissa Malou. Elle est physicienne de formation, consultante internationale en éducation, directrice de l'ASBEL Investing in People, responsable des projets au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Elle était ici dans votre magazine Data Markets pour vous démontrer que l'entrepreneuriat dans le domaine de la science pouvait participer à aider la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, notamment en apportant l'assistance technique dans les matériels tels que les respiratoires. Vous avez vu les visières 3D qu'elles sont en train de faire, une intelligence faite par les femmes pour le bien-être de la RDC. Raissa Malou, un grand merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, vous nous avez raté ce lundi à 22 h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous sur Kin 24 Télévision le mardi à 11 h juste pour suivre ce magazine et suivez-nous sur toutes les plateformes internet liées à votre magazine Data Market et de nous suivre aussi sur les différentes pages du professeur Raissa Malou. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.